18h15 sur Studio Kalita et nous sommes en ligne avec Anne-Lise Grachy. Bonjour Anne-Lise, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et vous êtes aussi spécialiste de l'Extrême-Orient et on va parler bien entendu avec vous de ce sommet historique qui s'est déroulé hier à Singapour. Et ma première question, est-ce que vous avez été surprise par ce sommet ? Pas du tout. Ah oui ? Pas du tout, parce qu'il s'agit de deux personnalités qui sont ils sont le nombril du monde, l'un comme l'autre, et donc ils avaient besoin d'images chocs, et je vous cache rien, de toute façon les gens ne fonctionnent plus que par images interposées. Derrière c'est un très grand creux, et en fait le grand gagnant dans l'histoire c'est Kim, qui en avait grandement besoin et qui peut maintenant dire à sa population, je vous avais dit, ils nous mangeront de nos mains. Alors on va reparler bien entendu de ce sommet et de cet accord qui est en train d'être signé, de se profiler. Mais d'abord, dites-nous quelques mots sur justement cette dynastie, la dynastie Kim. Écoutez, la dynastie Kim a été très, très simple. Le fondateur avait été influencé grandement uniquement par Moscou. Ensuite, étant donné la guerre de Corée, bien entendu, la Chine, il a fallu qu'elle s'en mêle parce qu'elle n'avait aucune envie d'avoir les soldats. On parlait toujours des soldats américains, mais il y avait énormément d'autres nations qui participaient à cette guerre. Donc Pékin avait fait tout, Mao avait dit écoutez, nous on n'a pas les armes qu'il faut, mais on a des hommes, donc les Américains vont voir ce qu'ils vont voir, à savoir on va leur envoyer des vagues d'hommes, ça va être des Niagara humains. Oui. C'est ce qui était le cas. Donc on a arrêté à cause du massacre, c'est tout. Donc cette dynastie, donc c'est le troisième de cette dynastie qui est en place. Et quel est l'intérêt de Kim de signer un tel accord, d'après vous ? Mais attendez, ne parlons pas d'accord. C'est une espèce de letter of intent. Oui. C'est rien d'autre. Et quand vous regardez les 4 points, d'abord, toute cette formulation est un spongieux copieux. C'est extraordinaire. En fait, Kim s'engage strictement à rien. Une dénucléarisation, d'abord, on ne sait même pas ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. On ne sait pas où ça se trouve. Très bien, tout ce qui a été visible par satellite interposé, ça pose pas de problème. Il y a 4 endroits où on pourra creuser. Mais justement, c'est le mot creuser. Quand vous savez que les enfants depuis des décennies sont emmenés, on arrête l'école, on les emmène sur des endroits donnés et on les fait creuser. Il faut que tout le monde ait son trou au cas où les Américains lâcheraient une bombe. Atomique, bien entendu. Ouais. Donc, si vous voulez, la Corée du Nord est un véritable gruyère. Je ne vois absolument pas des spécialistes débarqués dans ce pays pour superviser ou surveiller que effectivement Kim tient son engagement. C'est un accord vide de sens d'après vous ? Enfin, le premier. Complètement. C'est d'ailleurs une journaliste américaine sur place à Berlin a dit hier à la télévision. Écoutez, c'est très simple. It's a PR joke. Ouais, et c'est la seule que j'ai entendu parler. Un exercice de public relation. Absolument. Il n'y a pas plus derrière ça. Et il n'y a pas plus derrière ça. Si vous voulez, la population maintenant de Corée du Nord est de 25 millions et quelques. 80% de cette population crève de faim, vit dans des conditions d'hygiène médicale et autres absolument déplorables. L'économie ne fonctionne que par les camps. Pourtant, c'est le dirigeant de la Corée du Nord qui a demandé ce rapprochement en demandant cette rencontre avec le président Trump. Alors, comment on explique justement ? Comment vous expliquez-vous que... C'est très simple. Il l'avait toujours dit.
qu'il voulait parler en tête-à-tête, à hauteur des yeux, comme il explique ça, avec un dirigeant américain, un président américain. Il l'avait dit, il l'avait promis, et il a besoin de ça vis-à-vis de son armée. Parce que, si vous voulez, la population crève de faim, mais maintenant aussi les militaires. Mhm. Donc, d'après vous, on peut pas faire du tout confiance à ce dirigeant, à Kim? Pas du tout. Pas du tout. Il ne se sent absolument pas tenu. Pour lui, c'est tout simplement une question de prestige. Il est machiavélique, ce gars. Il avait très bien analysé qui était Trump, qu'il manipule d'une façon extraordinaire. Donc il est manipulé par le président des États-Unis? Non, c'est pas Trump qui manipule Kim, c'est le Kim, contraire. Pardon, c'est Kim qui manipule le président des États-Unis par cet intermédiaire. Kim est très intelligent. On le prend pour un fou. Il n'est pas fou pour un sou. C'est un Machiavelli puissance 10. C'est incroyable. Oui. Il connaît l'Occident. Il a été éduqué pour une courte durée, ce qu'on sait, en Suisse. Il parle couramment allemand, il parle très bien anglais. Je ne sais pas ce qui est de son français, on l'a jamais dit. Mm-hmm. Mais en tous les cas, il connaît nos mentalités. Il connaît son Sun Tzu par cœur. L'art de la guerre à la chinoise. D'abord, il faut savoir autre chose. Les Coréens du Nord se sentent nettement supérieurs aux Chinois en plus. Ouais. Et donc, est-ce qu'on sait déjà comment cette rencontre, ce sommet a été accueilli par les habitants de la Corée du Nord? Alors, il y a deux côtés. La Corée du Nord n'était pas au courant du tout. La population n'était pas au courant du tout. Ah, elle ne savait pas que leur dirigeant allait rencontrer le président Trump? Non, pas du tout, puisque c'est l'ennemi juré. On apprend en tant que môme à l'école que tout ce qu'il faut faire, c'est se protéger des Américains et il faut faire du sport, il faut faire ceci, cela, pour pouvoir vaincre cet ennemi mortel. Oui. Bon, alors maintenant, vis-à-vis de cette part de la population, là, il revient en disant, vous voyez, je me suis jeté dans la gueule du loup. Oui. Et j'ai réussi. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, a posteriori, il justifie toute la politique horrible qui se passe dans ce pays. Mm-hmm. Très bien, c'est une vision en tout cas très importante sur ce qui s'est passé hier. Une dernière question qui n'a pas rapport avec ça, mais je sais que vous êtes aussi spécialiste de tout ce qui se passe du côté de l'Allemagne et de l'Autriche. Et on a vu la visite du chancelier autrichien ici en Israël cette semaine. Là aussi, comment vous expliquez ce rapprochement entre Israël et le chancelier autrichien ? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, c'est un conservateur, mais un conservateur éclairé. C'est un talent inné, ce garçon. Ouais. C'est incroyable. Avec ses 31 ans, quand on regarde son CV, il a un pédigré de vétéran de politique de 40 ans, 50 ans, si vous voulez. Mmh. L'Autriche n'était, disons, la problématique avec l'Autriche, enfin, c'est même pas une problématique, mais c'est intéressant. Ils font une différence entre Juifs et Israël. Oui. Ils admirent Israël. Ils n'ont toujours pas évacué cette tare qui remonte au nazisme, etc., du Juif qui est pervers, etc. C'est toujours ancré dans la mentalité autrichienne ? Oui, parce que dernièrement, j'ai encore feuilleté les manuels scolaires. Il y a plein de choses qui n'ont toujours pas été vraiment évacuées, contrairement à l'Allemagne. Mais en Allemagne, on a tellement insisté sur la faute irréparable qu'il y a maintenant une tendance, et elle se retrouve bien entendu dans les partis de l'extrême droite, il y en a marre. Il y en a marre de se battre à la queue tout le temps. En Autriche, ça n'a jamais été fait, donc on n'a jamais pu parler clair en ce qui concerne, mais pourquoi les Juifs ont-ils été banquiers, etc., etc. Par contre, il y a une énumération pour l'État d'Israël, en fait. Voilà.
il trouve absolument extraordinaire ce petit pays vu d'ici. Enfin, l'Autriche n'est pas grande non plus, mais si vous voulez, elle s'inscrit quand même au centre de l'Europe. Donc vu d'ici, ce petit pays de rien du tout en ce qui concerne le territoire tient tête à cette masse, à ces hordes arabophones, musulmans, etc., etc. Et en plus, ce que vous ne devez pas oublier, pourquoi était-il ici hier Israël aussi avec la chancelière, il prend la présidence du Conseil d'Europe à partir du 1er juillet. Et il essaye d'amener, si vous voulez, ce que Macron n'a pas encore réussi à faire, à savoir à pousser un petit peu Merkel dans le sens que de consolidation de certaines parties de l'Europe, etc. Mais Kurz, c'est très simple. Il a dit, écoutez, nous, on ferme les frontières si vous ne marchez pas dans la combine. Alors, il faut qu'on protège nos frontières extérieures. Et ça, c'est vraiment son credo. Et c'est ce qu'il va mettre en place. Il y a toute la population autrichienne qui marche avec. Et c'est ce qu'il va mettre en place. Il va essayer en tout cas de mettre en place lors de sa présidence au Conseil européen. Absolument. Très bien, merci beaucoup Anne-Lise pour toutes ces explications très intéressantes que vous nous avez données ce matin. Avec plaisir. On se reparlera dans 2 ans peut-être quand on verra que rien n'aurait été fait en Corée. Même peut-être avant. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée à vous. À vous aussi. Au revoir. À bientôt.